Oui, on peut se faire rembourser même après avoir subi une arnaque. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je voulais faire déjà depuis un moment. Et là, l'occasion s'est présentée à moi car j'ai été contacté par un avocat. Et pas n'importe quel avocat. Un avocat qui a déjà traité des affaires d'arnaque et qui a à chaque fois réussi à obtenir un remboursement. Enfin, les victimes se sont fait rembourser par leur banque le préjudice subi. Bon, ça a l'air un peu flou dit comme ça, mais vous allez voir, c'est plutôt simple. Généralement, ceux qui me contactent pour des affaires d'arnaque, la première chose que je leur conseille, et je continue encore à le faire aujourd'hui, c'est toujours d'aller porter plainte. Ça, c'est systématique. La première des choses à faire, c'est toujours pousser la porte de la gendarmerie. Mais il y a un autre truc auquel les victimes d'arnaque ne pensent pas vraiment. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Le truc est d'essayer d'obtenir un remboursement par la banque. Oui, c'est possible. Et c'est possible dans la majorité des arnaques qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur Internet. Pas toutes. On va le voir, pas toutes, mais la très grande majorité, on peut se faire rembourser par sa banque. Pour s'exonérer du remboursement, les banques doivent prouver que la victime a manqué à ses obligations par négligence grave, ce qui leur est souvent très difficile de faire. Négligence grave, c'est-à-dire que l'arnaque elle était grotesque et visible à des kilomètres. Et comme la plupart des arnaques aujourd'hui sont plutôt bien faites, et là je pense aux arnaques sur le bon coin, sur les réseaux sociaux, où les brouteurs et les arnaqueurs arrivent même à détourner les moyens de paiement, bref, on le voit souvent ici, et elles sont de plus en plus ingénieuses. Et bien pour ces arnaques-là, ces arnaques plutôt bien faites, peu importe le préjudice, on peut se faire rembourser. Et c'est pour cette raison que je suis allé voir justement cet avocat pour qu'il nous parle des démarches à faire et comment se faire rembourser. Sans plus attendre, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve tout de suite avec l'avocat. Bonjour maître, juste avant de rentrer dans les détails, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Sandoz, je m'appelle Virgile Walter, je suis avocat au barreau de Mulhouse. Lors de nos échanges, vous me dites que vous avez déjà rencontré des victimes d'arnaque. Quel type d'arnaque précisément? Alors souvent c'est des arnaques à la carte bancaire. Le dernier cas que j'ai rencontré, une personne qui reçoit un appel de sa banque. D'accord. À ce moment-là, elle se méfie pas forcément et donc la personne lui explique qu'elle fait partie du système anti-fraude de sa banque et lui explique qu'elle va recevoir des codes par message et qu'il faut lui donner pour vérifier si son compte n'a pas été hacké. Bien évidemment, à ce moment-là, il se trouve que cette personne était un arnaqueur. Mon client envoie les codes à la personne et c'est fait comme ça, soutirer des sommes d'argent importantes. Donc là, on va essayer de rentrer un peu dans les détails. Et vous m'avez dit par rapport aux victimes que vous avez eu affaire, vous avez réussi à obtenir un remboursement par la banque. Oui, tout à fait. En réalité, dans beaucoup de cas, les victimes peuvent obtenir des remboursements. C'est juste que ne sont pas au courant qu'elles ont cette possibilité et que généralement, quand elles font elles-mêmes un courrier à la banque pour le demander, la banque refuse tout simplement, alors que les victimes auraient le droit à ce remboursement. Moi, malheureusement, la plupart des victimes que je rencontre, ils savent pas qu'il y a un recours, que ce soit par un simple courrier ou par un avocat. La plupart du temps, soit ils lâchent prise, ils disent bon, ils sont pas procédurés, ils vont pas jusqu'au bout, ou tout simplement, ils sont pas au courant qu'on peut se faire rembourser, qu'on a ce droit. Donc j'espère que grâce à ta vidéo, plus de victimes pourront être au courant de cette possibilité. Alors, ça marche pas dans 100% des cas non plus, hein, mais... Oui, ça il faut le mentionner. Comme on l'a dit avant, ça marche pas dans 100% des cas. Mais ne vous inquiétez pas, l'avocat va vous expliquer dans quelle situation justement ça peut fonctionner. Pas mal d'arnaques qu'on a déjà traité sur cette chaîne, le préjudice financier il est fait par des coupons PCS. Et malheureusement là, c'est un petit peu plus compliqué. Le coupon PCS, tu l'achètes dans un bureau de tabac, donc rien ne prouve que tu l'as pas gardé. Donc très difficile d'expliquer cette situation à la banque. Mais on reviendra sur les coupons PCS avec l'avocat juste après. Par contre, toutes les arnaques où le paiement est effectué par carte ou encore par virement bancaire, on l'a vu à plusieurs reprises aussi sur cette chaîne, où des victimes font des virements colossaux sur des comptes de brouteurs ou encore d'arnaqueurs. Là, dans ce cas, on a une possibilité de se faire rembourser. Bon, l'avocat nous explique toutes ces situations. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles les victimes pourraient obtenir ce remboursement, mais il faut juste un peu insister auprès de la banque. Alors parfois un courrier de la victime elle-même bien argumenté pourrait suffire. Dans certains cas, je leur conseille vivement de se rapprocher d'un avocat. Avec un courrier officiel. Avec un courrier officiel, avec les bons fondements juridiques, donc les articles de loi à citer, avec la bonne argumentation, ça marche mieux. Alors, pour les coupons PCS, effectivement, là, ça va pas être possible. Parce que la banque va rembourser le paiement qui a été fait avec la carte bancaire en question. Donc, le paiement qui a été fait à ce moment-là, c'est d'acheter le coupon PCS. Après, le coupon PCS, la victime en fait ce qu'elle veut. La victime peut aussi le garder et ne jamais l'utiliser. À ce moment-là, ce serait une fraude à la banque en réalité. Donc quand c'est un coupon PCS, là c'est impossible d'obtenir le remboursement. Mais quand c'est un paiement effectué par la victime en l'occurrence, avec sa propre carte bleue sur un site, par exemple un site malveillant, un site phishing, peu importe. Alors en fait, la règle c'est que la banque, quand il y a un paiement qu'on appelle non autorisé, la banque est obligée de rembourser. Sauf quand l'utilisateur fait ce qu'on appelle une négligence grave. La négligence grave, c'est la négligence qui n'est pas détectée par l'utilisateur normalement attentif. Plus l'arnaque est bien faite,
plus ce sera difficile pour l'utilisateur normalement attentif de la détecter, et moins la banque pourra opposer la négligence grave pour refuser de rembourser. Mais par exemple, si on prend les arnaques assez courantes entre guillemets aujourd'hui qu'on peut trouver sur les sites de petites annonces, pour pas citer le nom, la personne se faisait passer pour un particulier qui allait vendre sa voiture, etc. Et l'arnaque, elle était vraiment bien ficelée parce qu'il avait son contact téléphonique et il voulait effectuer le paiement par virement bancaire. Donc il avait un RIB, etc. Donc c'est difficile de détecter entre guillemets l'arnaque. Oui, pour moi, dans ce cas-là, la banque doit rembourser parce que c'est difficile de reprocher une négligence grave alors que il y a quand même peu d'indices au final pour détecter qu'il s'agit bien d'une arnaque. Donc tout ce on peut trouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les annonces, que ce soit sur Facebook ou le Bon Coin, etc. Donc la banque, entre guillemets, pourrait... La banque, pas pourrait, mais devrait rembourser. Alors, la première chose à faire dans tous les cas, ça va être de bloquer sa carte. Si la victime ne bloque pas sa carte et qu'il y a un deuxième prélèvement qui est fait, là, ça sera de sa faute. Donc, toujours commencer par bloquer la carte. Si c'est une question de mot de passe, par exemple, que le brouteur ou l'arnaqueur a eu accès au compte bancaire, changer tous les mots de passe, disons faire tout ce qui est possible de faire pour éviter que l'arnaque se reproduise. Parce que si c'est pas fait, on pourra le reprocher à la victime pour refuser de rembourser les nouveaux prélèvements qui seraient éventuellement faits. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est garder les preuves. Ne pas vouloir effacer tout ce qui s'est passé pour... Quand on dit des preuves, par exemple, tout ce qui est discussion avec, c'est ça, avec tout la ce personne. Qui est échange qu'on a pu avoir avec la personne, un mail dans lequel il y aurait eu un lien malveillant, par exemple, c'est des choses à garder. Parce que si derrière, il faut prouver que l'arnaque était bien faite, si on a perdu le lien pour aller sur le site, ça va devenir très compliqué. Après, à savoir aussi que des fois, ces liens qu'on reçoit par mail ou quoi, ce sont des liens qui ont une durée de vie assez petite. Donc, imaginons par exemple l'arnaque, elle a eu lieu aujourd'hui. Dans une semaine, si ça se trouve, le lien n'est plus valide. Alors, oui, c'est sûr que c'est mieux si on peut avoir encore accès au lien ou avoir une capture d'écran. Après, pour refuser le paiement, en fait, c'est la banque qui doit prouver la négligence grave. C'est pas à l'utilisateur de prouver qu'il n'a pas commis une négligence. C'est à la banque de prouver qu'il y a une négligence. Donc, avoir des preuves, c'est mieux si jamais la banque avance des arguments. Ne pas en avoir, c'est pas non plus totalement rédhibitoire. Généralement, c'est assez rapide. La victime ou les victimes sont venues me voir. Rapidement, on a pris le temps d'établir les faits. J'ai fait un courrier recommandé à la banque. Et généralement, dans les 2 ou 3 semaines, les victimes ont été remboursées. Est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde de pouvoir le faire ou... Envoyer un courrier à la banque pour être demandé à rembourser, c'est à la portée de tout le monde. Derrière, si la banque refuse, argumenter contre la banque, là, ça peut devenir compliqué. Surtout s'il y a des gros enjeux financiers. Je conseille de se rapprocher de quelqu'un qui connaît le droit. Donc, il y a les avocats, évidemment. Il peut y avoir aussi des associations de consommateurs. Ce qui est important, c'est d'écrire très vite à sa banque. Alors, quand le paiement est fait vers un compte en France, le délai pour le faire, il est de 13 mois, donc ça va. Par contre, quand le paiement est fait vers un compte hors de France, ce qui est le cas dans l'extrême majorité des arnaques qu'on peut voir aujourd'hui, dans ce cas-là, le délai, il est de 70 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle un délai de forclusion. Donc, si en 70 jours après l'arnaque, on n'a pas envoyé un courrier recommandé à sa banque pour lui demander de rembourser, après, on peut plus rien faire. C'est vraiment fini. Il y aura plus de moyens de récupérer l'argent, même en passant devant un juge. Ce délai, faut vraiment le respecter au jour près. D'accord, donc ouais, ça reste quand même un délai plus ou moins, qui reste un délai assez court pour... Ça fait 2 mois et 10 jours à peu près. Un courrier recommandé, c'est un peu, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à la portée de tout le monde. On s'est fait arnaquer, on essaie de se faire rembourser par sa banque. Il y a imaginons qu'il y a une victime qui a déjà subi un préjudice financier, elle va se retrouver dans une certaine précarité financière et elle n'aura peut-être pas d'argent pour avoir recours à un avocat. Est-ce qu'il y a des conseils, Donc déjà, faire un courrier recommandé, ça reste pas très cher, même qu'on a perdu de l'argent, et ça permet de préserver vos droits. Une fois que ce courrier il est fait, donc dans la plupart des villes dans lesquelles il y a un tribunal, il y a des permanences gratuites organisées par les avocats où vous pouvez aller consulter un avocat local pendant un quart d'heure, 20 minutes pour lui poser des questions, savoir si votre cas est défendable tout simplement. Donc ça permet de pas avoir cette peur de devoir payer très cher un premier rendez-vous pour peut-être que celui-ci ne donne rien derrière. Ah, une chose aussi auquel les gens ne pensent jamais, et je vais le dire parce que c'est
souvent les gens savent pas et c'est intéressant. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en fait, dans vos contrats d'assurance, bien souvent, vous avez des protections juridiques. Ça peut être dans l'assurance du véhicule, ça peut être dans l'assurance de la voiture. Alors, faut voir dans vos contrats. Parfois, ils prennent que les dommages liés au véhicule ou à votre logement. Mais parfois, ils prennent tout en compte. Et dans ce cas-là, votre assurance protection juridique, et vous payez les frais d'avocat. Vous pouvez aller voir un avocat et ensuite, votre protection va vous rembourser les frais. Donc, pour résumer, je suis une victime et j'ai subi un préjudice financier d'une certaine somme assez importante. Qu'est-ce que vous devriez faire, par exemple, à partir d'aujourd'hui? Donc déjà, commencez par envoyer un courrier à votre banque, envoyez dans le recommandé pour garder les traces. C'est très important. Votre banque va sûrement refuser de vous rembourser. Ce qui arrive dans 99% des cas, elle va dire que vous avez été négligent. Sauf qu'en réalité, la banque, comme j'ai dit avant, dans beaucoup de cas, elle aura tort et il faudra juste être un peu plus insistant, faire appel à un avocat ou à une association de consommateurs, peuvent le faire aussi, je pense, pour être un peu plus insistant et demander à la banque de payer. Mais il y a une chose qu'il faut dire aux victimes, c'est surtout de pas avoir honte et de demander ce remboursement, de faire les choses pour ne pas avoir de regrets plus tard, ne pas se dire dans quelques mois, quelques années, ah mais ce jour-là, j'ai perdu énormément d'argent, j'ai rien fait parce que j'avais honte. Non, allez-y, vous le regretterez pas. Ça sera peut-être difficile de passer le cap, d'aller dire à la banque, d'aller avouer qu'on s'est fait avoir. D'en parler, ouais. Mais ça vaut le coup de le faire. Parler, c'est aussi la clé de tout. Comme il vient de le dire, parfois, les victimes ont honte d'en parler. Ils ont honte de dire qu'ils se sont fait escroquer. Mais comme je leur dis à chaque fois, il n'y a aucune honte à avoir. Ce sont des victimes. Les seuls qui doivent avoir honte dans l'histoire, ce sont les arnaqueurs, les brouteurs, etc. Comme vous venez de voir, cette méthode fonctionne plutôt pas mal. Hormis les coupons PCS, où là c'est un peu plus compliqué de se faire rembourser. Il faut aussi prendre en compte les délais, les dates limites, comme la plupart des arnaques qu'on rencontre aujourd'hui, où les virements, etc. se font sur des comptes à l'étranger, principalement des comptes néobanques comme N26, Vivid, etc. Bref, donc la plupart à l'étranger. Et dans ce cas-là, on a seulement 70 jours pour faire les démarches. Et les virements faits sur des comptes français, par exemple les néobanques, Boursorama, Ma French Bank ou autre, là vous avez 13 mois pour faire le nécessaire. Donc un peu plus de temps, mais le mieux, ça reste de le faire le plus tôt possible. Une lettre recommandée pour garder une trace. Suivant la réponse de la banque, s'ils acceptent de rembourser, tant mieux. Mais comme dans la majorité des cas, ils vont essayer de trouver des excuses et essayer de s'exonérer des remboursements. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas de vous rapprocher des associations de consommateurs, EFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs, ou encore un avocat, comme on vient de le voir. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des trucs. N'hésitez pas à la partager à vos proches ou encore des personnes que vous connaissez et qui ont subi une arnaque là récemment, ça peut que les aider. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez sur vos gardes, c'était Sandoz. Ciao!